Bonjour Roland. Bonjour Jonathan. Bonjour Simon. Bonjour Emma. Bonjour. Bonjour. On se retrouve aujourd'hui pour une discussion un peu ouverte, dans un style table ronde. Du coup, on est dans mon jardin et je vous avais proposé ça depuis quelques temps déjà. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une discussion, poser plein de questions et un petit échange entre nous. Donc voilà, je vous laisse la parole si vous le voulez. Très bien. Je me réjouis depuis un certain temps pour notre petite rencontre. En fait, je ne vous connais pas, très très peu, et j'ai trouvé intéressant qu'on puisse mettre en débat ce qu'est Moi, ce qui m'intéresse, c'est la spiritualité. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous ? Comment vous vivez ça ? Qu'est-ce que ça veut dire pour vous trois d'ailleurs. Voilà ce qui m'intéresse personnellement, mais nous allons laisser libre cours à la discussion. Simon, je te propose de commencer. Très bien. Je pense que pour commencer, autour de la spiritualité, pour moi, ce terme est apparu un peu dans ma vie il y a quelques années, et c'était autour de choses assez finalement simples que j'avais déjà vécues sans mettre le terme forcément dessus, et autour d'un recentrage, on va dire, sur moi, dans le sens où j'ai passé quelques années à beaucoup m'imprégner d'un environnement extérieur, mais sans forcément me détacher, on va dire, d'un côté assez matérialiste de cela, et qu'aujourd'hui c'est par des choses tout d'abord simples que j'aimerais que je pense moi aborder le sujet de la spiritualité, comme tout simplement être plus terre à terre sur certaines choses. Donc là, on est par exemple dans un jardin, il y a des plantes, des aromatiques qui poussent autour de nous. Et je pense que tout simplement, sans qu'on décide oui ou non, ces choses nous entourent, on s'en imprègne, consciemment ou inconsciemment d'ailleurs. Et je pense que c'est des choses qui jouent sur notre état d'être, tout simplement, et qui nous permettent ensuite on va dire d'évoluer sur notre chemin tel qu'on le souhaite. Donc voilà, c'est vraiment autour d'une simple présence d'être là, et une présence d'esprit également importante des choses qui nous entourent. Donc pour toi, c'est vraiment une prise de conscience de ce qui t'entoure et de ce que toi tu es dans ce qui t'entoure. Si on devait le résumer en quelques mots. Ouais, tout à fait. C'est pas voir les choses passer, mais c'est aussi quand je cultive par exemple un plan, c'est être en communion avec ce plan-là. C'est pas. J'aime bien prendre l'exemple là récemment. Ça fait quelques temps maintenant que je cuisine sans mettre de la musique ou sans parler, mais tout simplement en écoutant le son de mon couteau qui coupe la courgette. Et je pense que c'est en cette présence d'être à faire la chose, en fait, on se rend compte en fait des petites choses de la vie. Et ça commence par ces choses-là. Et puis j'ai pris un exemple il n'y a pas si longtemps de dire nous sommes le printemps, combien de gens autour de cette table ont vraiment fait attention à ce petit bourgeon qui poussait. Et je pense que c'est la naissance d'une petite chose qui n'est pas si anodine, puisque c'est la naissance de beaucoup de choses qui vont amener que va nous amener la nature, quoi, en quelque sorte. Ouais. Et toi ? C'est super intéressant puisque moi, toute cette notion de spiritualité dans ma vie est arrivée pour des raisons qui sont complètement différentes.
J'ai eu des petites épreuves personnelles où ça allait pas trop, etc. Et à un moment donné, je me suis posé la question de comment moi grandir, comment me sortir de ces situations, comment sortir de mes boucles, comment évoluer en tant qu'être humain, comment me sentir mieux. Et je pense que ça ne passe pas par tout ce qui est matériel autour de nous, nos richesses, etc. Ça passe vraiment par un développement de soi, réussir à s'élever, ce genre de choses. Et je pense que c'est super intéressant d'aller rechercher. Je pense qu'il y a beaucoup de spiritualités différentes. Il y a beaucoup de sujets qu'on pourrait aborder, mais c'est cette recherche en fait de réponses et surtout de meilleur, je dirais, d'élévation. Je pense que c'est ça, et ça a été un peu le chemin qui m'a mis l'objet de ma quête de la spiritualité, on va dire. Bonjour. Voilà, pour ma part. Moi, personnellement, j'ai commencé, j'avais des problèmes personnels du coup, et j'ai cherché les réponses d'abord dans des livres philosophiques, donc les classiques, hein. J'ai cherché ma voie dans le stoïcisme, j'ai cherché ma voie dans de la philosophie un peu plus pure, comme les grands Grecs de l'époque, et des trucs un peu plus modernes par rapport à la solitude. Enfin, j'ai eu un problème, c'est pas un problème, mais j'ai été beaucoup seul dans ma vie. Du coup, j'ai cherché mes réponses là-dedans en lisant beaucoup d'auteurs un peu nihilistes, voilà. Et tout doucement, je me suis orienté, enfin, les questions étaient de plus en plus profondes, et du coup je me suis orienté tout doucement vers des trucs un peu plus spirituels. On va dire que l'entrée de gamme, ça a été par exemple quelqu'un comme Carl Jung, qui on va dire vulgarise des notions qui sont très anciennes, qui étaient considérées comme magiques à l'époque. Et du coup, après j'ai essayé plein de trucs, j'ai essayé la pratique, et j'ai étudié de mon côté, et voilà, maintenant je vis plus les choses plutôt que de les intellectualiser comme quand j'étais plus jeune. Et voilà, je suis dedans, voilà. Je pense que justement la notion de vivre plus les choses est pour moi centrale dans cet objet qu'est la spiritualité. En fait, c'est vivre ces choses-là. C'est pas de les voir passer, mais c'est vraiment de s'en imprégner, quoi. Je pense que pour moi, c'est vraiment le début, on va dire. Ouais, je suis d'accord. Beaucoup d'autres choses. Ouais, ça rejoint un peu quand j'ai eu des périodes où j'étais très en colère ou très triste, et à un moment donné, je pense que ce qui m'a poussée un peu aussi dans la spiritualité, le premier pas, ça a été de me dire, je ressens des choses, il faut que j'arrête de les refouler, il faut que je les vive, il faut que je sois... si je vais pas bien, c'est ok, si je suis en colère, c'est ok, il faut que j'accepte mes émotions, il faut que j'accepte de les vivre au lieu de les refouler, parce que sinon je vais rester bloquée. Et ça a été aussi un peu ça le début, de me dire, voilà, il faut que j'accepte que les choses sont telles qu'elles sont, et moi comment je peux y faire face et comment je peux les accepter. Et c'était déjà un début de questionnement qui mène à plein d'autres choses ensuite. Et pour vous, c'est quoi la spiritualité, du coup ? Je vais plutôt répondre à l'expression que vous en avez, le vécu que vous avez de la spiritualité. On pourra en parler une autre fois. Je trouve qu'il y a déjà un point commun dans votre perception de la spiritualité que je trouve très sain, que je trouve très juste. Il est évident qu'il y a aussi, autant chez vous trois, une notion de dépassement. Même si c'est par une forme de lâcher prise et de perception du réel, c'est sortir d'un état, on va dire, d'un état de conscience moyen ou accaparé par nos problématiques matérielles, par exemple, pour rentrer plus dans les choses. Sinon, c'est vraiment, je pense, il y a de ça. Il y a cette notion aussi de dépassement. Le fait de contempler, c'est une décision. On ne peut pas être tout le temps dans la contemplation. À un moment donné, on le décide. Et là, on peut dire qu'on savoure, n'est-ce pas ? On savoure et on se ressource. C'est évident que vivre l'instant présent,
selon la formule consacrée, c'est un ressourcement. On pourra voir plus tard dans ma conception, je pense que en quoi ce n'est qu'une marche et ce n'est pas peut-être pas suffisant ou c'est un moyen pour atteindre quelque chose d'autre chose. Je m'exprimerai là-dessus. Déjà, tous les trois, vous êtes sortis de l'amalgame entre la religion et la spiritualité, hein, de la croyance et de la spiritualité, puisqu'il y a à chaque fois, pour vous trois, un retournement vers vous-même, soit par les lectures, les auteurs, essayer de voir qui a proposé des réponses aux problématiques de la vie et aux problématiques que je me pose. Toi, c'est un petit peu ça aussi. Et ton moteur aussi, il y a vous deux, hein, Jonathan et Emma, j'ai des choses qui ne vont pas bien dans ma vie. Et comment je m'en sors? Comment je peux dépasser ça? Alors, ça c'est une question intéressante, parce que c'est une réponse par rapport à aller mieux, hein, le fait de contempler. Est-ce qu'il peut y avoir une stabilité constante, une maîtrise là, de cet état, de vivre le moment présent? Est-ce qu'il y a à chaque instant, toi, dans ta propre vie, c'est pareil, la question se pose pour nous quatre, hein, des moments où on va être plus plombé, n'est-ce pas? On va dire baisser en vibration, on va se mettre par exemple dans des colères ou des énervements, parce que lorsque l'environnement, comme ici, on est bien, c'est facile d'être bien, on s'apprécie, il fait beau, un temps merveilleux, c'est facile, beaucoup plus facile, quoique ça demanderait aussi un certain effort peut-être de contemplation, de ressenti par les sens. C'est une voie, absolument, mais une voie qui a des objectifs. Dans mon sens, c'est une voie pour développer quelque chose. C'est une voie qui doit être une voie de croissance. Et dans le lâcher prise, et plutôt dans la contemplation, dans la réceptivité, il y a vraiment une clé, parce qu'on est moins pollué, on met de côté ces conditionnements et on est capable mieux d'absorber, de goûter et de savourer l'instant présent. Et on se sent ressourcé. N'y a-t-il pas une problématique dans le fait qu'à un moment donné, on va faire des vagues? Est-ce qu'il ne serait pas intéressant de pouvoir atteindre, non pas forcément un état de contemplation continuelle, parce que ce n'est pas possible, par exemple professionnellement, tu es en train de faire, je sais pas moi, de la compta, tu ne vas pas pouvoir juste contempler les chiffres. Tu peux ressentir tes doigts sur le clavier, mais en fait, il faut que tu fasses ton travail de compta. Et à un moment donné, il y a une erreur, et par exemple, aïe, ça fait mal, et je m'énerve, et j'en ai marre. Voilà, un scénario possible. Est-ce qu'il serait possible d'avoir un état de bonheur inconditionnel? Et est-ce que c'est pas ça qui est recherché? Je vous pose la question. Moi, je pense personnellement que c'est pas possible. Dans le sens où on peut pas avoir, dans mes croyances, même si j'ai pas de croyance fixe, de vérité ultime, je pense pas qu'on puisse être heureux continuellement sans des fois avoir cette, on va dire, ce privilège de connaître aussi la tristesse. Je pense qu'on peut être heureux en sachant que la tristesse va passer, parce que la tristesse, on va dire, l'inverse en tout cas du bonheur, ramène toujours le bonheur. Et si pour moi on connaît un, on doit forcément connaître l'autre, parce qu'on ne peut pas être constamment dans un état. Donc moi je pense que le bonheur conditionnel tout le temps, je pense qu'il n'est pas réaliste ni atteignable. Après je sais pas ce que vous en pensez. Mais... Moi je pense que, alors je ne sais pas, peut-être qu'il y a des gens qui ont réussi à trouver cet état de bonheur inconditionnel, permanent, etc. Moi je pense que, la voie du moins que je recherche, en me disant que, plutôt du même avis que Jonathan, qu'il n'existe peut-être pas forcément, c'est plus d'être tout le temps par contre en paix avec moi-même, avec les décisions que j'ai prises, avec mes choix, avec ce que j'ai fait dans ma vie. À partir du moment où je suis en paix et je ne regrette rien et je suis ok avec tout ce que j'ai entrepris,
c'est déjà énorme, je pense. Et dans une journée, on peut avoir plein de petits moments de bonheur, mais garder un état comme ça de bonheur en permanence, je suis pas sûre que ce soit atteignable, parce qu'on est humain et qu'on n'est pas infaillible, et qu'à un moment donné, on a quand même des émotions qui viennent, et voilà, je pense à ça plutôt. Moi, c'est plutôt la question, c'est est-ce qu'on est vraiment tout le temps à la recherche du bonheur, ou est-ce que tout simplement c'est pas des instants de bonheur que l'on vit sans forcément les rechercher. Enfin, moi, je trouve que la plupart du temps, ces instants-là ne viennent pas parce que je vais les chercher. Alors certes, j'en reviens à la notion de décision que tu as évoquée avant. Je décide de vouloir m'imprégner des choses qui sont autour de moi, je décide de vouloir en quelque sorte les contempler et de ne pas passer à côté. Mais c'est pas forcément... quand je me retrouve par exemple dans ce jardin, je ne vais pas décider de dire maintenant je vais y rechercher le bonheur. J'en suis inconsciemment entouré, et en plus je m'imprègne de ces choses-là, plus mon état de bonheur intérieur va tout simplement être là de soi. En fait, c'est pas dans la recherche intellectuelle de la chose. Enfin, c'est vraiment, je reviens à cette notion assez terre à terre, assez simple des choses, qui est j'adore la randonnée, par exemple. Ça, c'est mon dada, on va dire. Aller en forêt, on a la chance ici en Alsace d'être entouré par les Vosges, la forêt noire, qui sont en plus, et on en parlait tout à l'heure en off, imprégné mystiquement, même, dans certaines vallées, et tout simplement être en randonnée et des fois m'arrêter, mais ne pas savoir pourquoi est-ce que je me suis arrêté, mais tout simplement m'arrêter, puisque il y a une sonorité qui m'a interpellé, ou quelque chose qui est rentré dans mon champ de vision, ou tout simplement, même énergétiquement, un moment de paix et de silence que j'avais envie de partager avec la nature, sans faire un pas de plus, sans essayer de regarder quelque chose de précis, mais juste d'être là et de m'imprégner de cette énergie. Et ça, je pense que c'est ça qui, in fine, va m'apporter cet état de bonheur, et que les autres états, on va dire on peut pas, alors est-ce qu'on pourrait les appeler de bonheur ou pas de bonheur, mais lorsque je ressens des choses comme ça, je ne peux pas les comparer à d'autres moments de la vie du quotidien. Donc pour moi, ce sont des moments privilégiés que je considère moi être comme un état de bonheur intérieur pur, quoi. Ouais, mais du coup, tu sais que t'as été heureux au jardin. Tu sais que t'as été une fois heureux au jardin, mais t'y retournes. Tu sais que tu vas possiblement être heureux de nouveau au jardin, non ? C'est pour ça que t'y retournes aussi. Parce que, certes, tu cherches pas le bonheur en venant ici, mais tu sais que tu l'auras en étant ici. C'est pas forcément le cas. Je sais que je me sens bien au jardin. Ça veut pas forcément dire que je vais chercher à renouveler l'expérience que j'ai eue la dernière fois. En fait, je pense que là, on vient sur la question de souvenirs que j'ai pu avoir. Une sorte de conditionnement, tu sais. Avec un ami, où on chercher à revivre un moment n'est pas possible. On va dire, le moment que j'ai vécu il y a 5 minutes, je le revivrai, mais plus jamais dans ma vie. C'est impossible de revivre ce moment-là. Par contre, je sais que dans certains environnements, j'ai un état où je me sens bien, qui sont propices à justement pouvoir créer des moments pour moi de plénitude. Et c'est vrai que je vais être plus en paix dans une nature avec moins de monde qu'au milieu d'une foule. Pourtant, ça ne m'empêche pas que des fois je vais vivre des beaux moments au milieu d'une foule. Mais c'est vrai que de base, lorsque je vais peut-être vouloir m'imprégner de certaines choses, je vais choisir peut-être plus la nature que la foule. À l'inverse d'autres personnes. Hein. Enfin, c'est à vous de me dire un peu comment vous sentez ces choses-là. Hein. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Si tu veux projeter, chercher le bonheur, essayer d'aller dans tel endroit pour aller trouver un bonheur, il y a de fortes chances que très souvent ça ne fonctionne pas, n'est-ce pas ? C'est un peu une vue de l'esprit. Et même si c'était des moments intéressants et agréables, on est, comme le dit Jonathan, dans le cadre d'un conditionnement.
Donc, est-ce que le bonheur, est-ce qu'il peut exister un bonheur inconditionnel? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça voudrait dire être toujours dans une espèce d'état de béatitude un peu flottante, ou on a vu qu'un état de contemplatif en permanence, c'est pas possible. Mais la question est non pas dans des moments aussi très agréables, où on est dans des conditions, où on peut opérer, soit par un mouvement de la volonté, ou soit tout simplement par un lâcher prise, descendre en soi, accueillir, recevoir, et se retrouver dans un état bien heureux, bien supérieur à ce qu'on vit dans son quotidien. Ça, c'est vrai, c'est une chose, et je le considère encore toujours comme un moyen, c'est une voie, qui a d'ailleurs été instaurée, notamment par les philosophies zen, aussi rappelez-moi, la conscience du présent. Écartelé. Oui, ces choses-là. Donc, voilà, c'est ça. Il faut essayer de voir qu'est-ce qui est recherché à travers ça. Parce que la problématique, s'il y a problématique, c'est ça, et ce qui pourrait empêcher un bonheur inconditionnel, que je n'ai pas encore défini comme je l'entends, les moments où ça ne va pas. Comment on fait les moments où ça ne va pas? Toi, tu en parlais bien aussi. Donc là, c'est là que ça pêche, parce que ce sont des moments où on n'est pas bien. Alors on peut dire, je peux goûter la tristesse. Il y a une forme de sagesse là-dedans. Mais à un moment donné, ça peut devenir insupportable. Et ces moments négatifs, tant que tu as vécu, tu as voulu en sortir. À un moment donné, les goûter, c'est quand même amer. D'accord. Et on se retrouve à ce moment-là dans une dualité, que tu exprimes très bien, des bons états, des états plus négatifs. Il faut que j'apprenne à prendre le négatif comme le positif pour essayer de me sentir mieux, au moins impacté, notamment par les éléments négatifs. Le positif, je m'y ouvre, il n'y a pas de problème. Mais qu'est-ce qu'il en est lorsqu'on se retrouve dans la négativité? Un bonheur inconditionnel, comme je le conçois, comme je le perçois, comme je le vis, je vais aller jusqu'à affirmer cette énormité, c'est une maîtrise psychologique. Alors là, on est un peu à l'inverse, il faut entendre l'idée du lâcher-prise, bien que le lâcher-prise en fasse partie, mais n'en est qu'un des outils. La maîtrise psychologique permet de capter l'énergie du bonheur. Parce que le bonheur, c'est un état d'être, n'est-ce pas? Et tu parlais de hauts lieux, par exemple, mystiques dans la nature, mais sans parler de ces lieux conditionnés, ce bonheur est une énergie. Elle est aussi l'attribut d'un être plus grand que soi. C'est pour ça que lorsqu'on se rapproche de son intériorité, on se sent aussi bien, on a plus de bonheur. Bien sûr, rechercher le bonheur pour le bonheur, c'est un piège. On va essayer d'y aller avec notre mental, avec notre culture. Il y a peu de chances que ça fonctionne. Mais arriver à capter cette énergie de joie, cette énergie à la fois subtile et qui peut aussi être puissante et atteindre de grandes intensités, est un atout que l'être humain ignore. On ignore qu'on peut s'ouvrir à n'importe quel sentiment, quelles que soient les circonstances. On l'ignore parce que on a pris l'habitude, et c'est un conditionnement tout à fait naturel, depuis notre naissance, nos parents, la société, que tu as une bonne nouvelle, tu es bien, tu as une mauvaise nouvelle, tu n'es pas bien. Tu es malade, tu es malheureux, tu es en bonne santé, tu es content. Et il y a une liberté intérieure à découvrir maintenant. Et cette liberté intérieure permet d'être maître dans sa maison, dans ses ressentis. C'est-à-dire que lorsque je décide de m'ouvrir et de contempler à la rose ou à la graine, ça va être entier et complet et il y avoir un grand moment de plénitude. Le moment d'après, il y a une grosse grêle qui vient, je suis pas habillé c'est une grosse galère, ça va pas, j'ai raté mon train, voilà. Je peux décider de dissoudre l'impact de ce que je vis comme une négativité, qui n'est pas une négativité absolue même, mais que je peux vivre comme une négativité parce que ça ne va pas comme je veux, c'est difficile, ou même j'ai eu une mauvaise nouvelle, des choses comme ça. Je peux décider de laisser entrer, par exemple, en moi une tristesse si je l'estime juste et belle, par exemple.
Je peux avoir mes propres critères, oui. Par contre, je peux aussi, lorsqu'il y a elle prend trop d'importance, elle tourne par exemple à l'angoisse, je peux décider de la dissoudre. Alors comment on fait ça et tout, si vous voulez, on en parlera. Juste par rapport à ça, en fait. Du coup, moi, je vois ça... Donc, je suis d'accord avec vous que c'est un outil formidable de pouvoir dissoudre et de pouvoir être bien pour ne pas subir. Mais dans ma vision des choses, quand il m'arrive quelque chose de entre guillemets négatif, parce que déjà pour moi c'est pas négatif ce qui m'arrive, c'est plus une expérience. Et en fait j'ai l'impression que si je dissous ça, c'est comme si j'utilisais une forme de triche par rapport à ce que l'expérience m'apporte. C'est-à-dire que en fait s'il m'arrive quelque chose, pour moi, c'est quelque chose qui doit m'arriver. Dans le sens où c'est quelque chose que je dois vivre pour peut-être être meilleur, évoluer ou ce genre de choses. C'est une croyance. C'est une croyance, c'est ça. Et du coup, si je refuse cette expérience, j'ai l'impression que je vais stagner jusqu'à que le truc m'arrive de nouveau. C'est une sorte de porte, d'épreuve, une porte vers une épreuve qui va m'emmener quelque part. Et en fait, j'ai l'impression que si je ne vis pas cette épreuve, si je l'intériorise pas, j'en fais pas quelque chose, ça va revenir par la suite et j'ai l'impression que je ne vais pas évoluer. En tout cas, dans ma conception des choses. Là, j'ai une question pour toi. Est-ce qu'à chaque fois, tu vas arriver à en prendre le sucre, à grandir par rapport à ces épreuves, avec cette manière? Non. Mais par contre, à chaque fois, je vois des choses et je comprends plus de choses par rapport à ce qui m'est arrivé de cette épreuve, parce que je vois que les choses se répètent en boucle certaines fois, et je vois aussi que c'est une problématique tellement récurrente que à un moment donné je me dis si je règle pas le truc, ça arrivera jusqu'à que je comprenne la chose, la leçon. Tout à fait. Tu parles de comprendre, tu parles d'analyse de la situation avec ton intellect, et tu peux d'autant mieux le comprendre, dis-moi si c'est juste, d'autant mieux que si tu n'es pas écrasé par un sentiment d'angoisse, de petitesse, d'impuissance. Bien sûr. C'est de cette charge-là dont je parle. Bien sûr. C'est la charge émotionnelle négative et non pas l'événement. L'événement est une réalité, mais il faut que j'ai les moyens d'en tirer la substance. Oui, c'est ça. Donc il faut que j'ai l'esprit clair, serein, et de manière, malgré la problématique, de manière à pouvoir la traiter au mieux. Et pour éviter justement les boucles, notamment dont tu parlais, la récurrence. Mais c'est pour ça que je suis d'accord avec vous, sur l'outil, la puissance de l'outil qui me permet justement de faire un pas en retrait et de me dire, bon ok, maintenant je prends une décision en étant moi, quoi, sans colère, sans rien. Donc forcément, j'utilise, on va dire, cet outil pour faire un pas en arrière et décider, s'il faut faire un choix ou quoi. Je voudrais aussi mettre sur la balance du jugement cette croyance que j'ai eue très longtemps dans ma vie et que j'ai fini par abandonner, que tout ce qui arrive, pour moi, est juste et bien. Ce qui présuppose que l'univers est parfaitement bienveillant pour moi. Et personnellement, je me suis rendu compte que cette croyance était très proche de celle de la croyance en l'État, par exemple, bienveillant. En ce moment, on se rend un petit peu compte que l'État n'est peut-être pas tout à fait bienveillant, il a ses intérêts propres. Et ce qui me semble avoir vu et voir, c'est que l'univers, c'est difficile de parler de l'univers, sa complexité, tous les paramètres sont composés justement de différentes composantes qui ont chacune leur intérêt propre. Et je réfute l'idée, qui peut arriver, mais ça va être extrêmement rare, que ce qui nous arrive doit nous arriver. Je dis, j'ai longtemps vécu dans cette croyance. Nous avons fait des vidéos sur les inductions mentales, par exemple, des entités éthériques. Je ne sais pas si tu as vu ça, tu as pris connaissance ou pas, ça pourrait peut-être t'intéresser. C'est-à-dire qu'il y a, comme on a des parasites, je résume, comme on a des parasites, là, des moustiques qui viennent nous pomper le sang, eh bien, il y a des parasites psychiques qui induisent chez l'être humain des pensées de négativité, parce que ce qui les intéresse, c'est un suc qui est délicieux pour eux. Et donc ils arrivent
par une forme télépathique, d'induire la faiblesse de l'homme, la petitesse, la problématique, la guerre dans le couple, entre les amis et même entre les nations. Et bien sûr, l'être humain s'imagine qu'il le pense. C'est toute la difficulté et c'est l'énormité du piège duquel on a levé un voile et dont, si on étudie cette question, on voit qu'on en a des témoignages plus que nombreux. Donc à partir de ce moment-là, comment peux-tu dire que ce qui t'arrive, par exemple, tu as une problématique dans ta vie, est-ce qu'elle est, elle est voulue par l'univers? Je comprends bien que c'est une posture. C'est une posture qui est intéressante pour pouvoir dépasser la chose. Mais as-tu encore besoin de cet outil? Si tu peux comprendre, si tu as un autre outil qui est celui de la maîtrise psychologique, tu dis non, ce problème, ça ne m'appartient pas. Tu n'en as pas forcément besoin de celui-là pour évoluer. En fait, après je vais laisser parler les autres quand même, mais la notion de l'univers bienveillant, j'y crois pas. Je crois en l'univers, en quelque chose. Je mets le mot univers pour le tout en fait. Je crois au grand tout qui est ce qu'on vit, et je pense que déjà c'est pas une notion de bien et de mal et de positif ou négatif, c'est juste des choses que je vis, et c'est des choses qui ont pour moi un impact. Donc déjà il n'y a pas de dans ma vision des choses, c'est pas quelque chose qui sera bénéfique pour moi, c'est juste quelque chose qui va faire que je vais emmagasiner une forme de sagesse, une forme d'énergie pour que je ne me retrouve pas à résoudre la même problématique 2 fois. Si je résous la même problématique 2 fois, c'est que je ne l'ai pas compris la première fois, et du coup c'est l'expérience qui se répète. Si tu es confronté. Si j'y suis reconfronté, voilà, exactement. Oui, bien sûr. Et du coup, je suis d'accord avec vous, je ne crois pas en cette croyance pour moi qui est simple et un peu bête, de croire que bon, tout m'arrive pour une raison, du coup je peux foncer droit devant, et il m'arrive ça, c'est normal. Je vais en prison, c'est normal. Je fais ça, c'est normal. C'est comme ça. Je sais, on va dire, faire la différence entre y a un mec qui me demande 100 € dans la rue, tiens, c'est normal, c'est un signe. Je sais quand même me protéger par rapport à ça, mais je pense que je vois les signes, en tout cas les signes qui me parlent à moi, et je les interprète par rapport au long chemin que j'ai pris jusqu'à maintenant. Donc je vois ce qui est à prendre et ce qui est un piège entre guillemets. Donc je n'ai pas cette croyance, on va dire, bête de croire que... C'est une croyance d'un ordre plus intelligent. Tu te réfères à des notions comme celle de la source, oui, d'un univers spirituel qui est situé, qui est au-delà. La vision du monde que je propose, c'est 3 mondes. Notre monde matériel, le monde invisible, l'au-delà, le monde de la psychologie, le monde de la mort, le monde qui est aussi le monde du mensonge, le monde des dieux, le monde des anges, le monde des démons. Mmh. Tu fais référence au 3e monde, le monde de nos origines, d'où on est issu et dont on porte la semence. Mm. Et tu as, dans l'absolu, dans l'absolu, avec le regard le plus haut qu'il est possible d'avoir, oui, je dirais, moi personnellement, je dirais oui. Par contre, il y a ce 2e monde qui interfère avec ça. Donc, il y a on peut, à cause de ces interférences, il me paraît juste d'éveiller sa liberté créatrice, sa volonté intérieure, mais pas la volonté de son petit moi. La volonté comme dit Jung, la volonté du soi, la volonté d'un être supérieur à soi. Et cet être supérieur à soi, qui est nous-mêmes, celui-là, il est à découvrir. Et le fait de pouvoir capter par les sens, de rentrer dans l'instant présent, par exemple, est un des moyens de s'en rapprocher. Je dirais, il faut tendre au but, trouver cet être plus grand
et trouver moyen de le manifester, de le devenir toujours un peu plus. La croissance, la spiritualité, l'esprit, c'est s'élever à ce point de vue, mais ce n'est pas seulement un point de vue, ça doit être structurel, ça doit être énergétique, ça doit être une réalité pragmatique, sinon elle n'a aucune valeur. Mais justement, puisque c'est énergétique, je pense qu'il faut qu'on aille chercher des clés pour se nourrir énergétiquement. Et on parlait des épreuves et des choses négatives qui nous arrivent. Moi, personnellement, quand j'ai quelque chose comme ça qui vient et qui m'envahit, et, j'essaie de le transformer en quelque chose en un carburant pour justement moi m'élever. Donc toutes mes expériences négatives, je vais pas me laisser abattre, mais je vais essayer de le tourner de façon à ce que ça me nourrisse, même si c'est dans la douleur et dans l'adversité. Chercher le cadeau dans l'expérience. Oui. Toujours c'est dans l'adversité que je grandis le plus, je le sais, c'est jamais facile, mais je sais que en étant confrontée à des épreuves et à des choses qui ne sont pas agréables, je sais que je vais pouvoir réussir à trouver des clés, à aller me surpasser et à aller transformer et créer de l'énergie à partir de ça pour aller me battre et aller chercher ce qu'il y a plus haut. Moi, c'est comme ça que je fonctionne personnellement. Et sans adversité, sans épreuve, si mes épreuves négatives arrivent et que je les dis, non, pas cette fois, que j'arrive à les dévier, je sais que j'arriverai plus à aller chercher plus haut. J'aurai beaucoup plus de mal, du moins. C'est un peu ma solution de facilité finalement, même si c'est dans la douleur. Non, parce que c'est pas facile. Il ne s'agit pas de nier la réalité. Il ne s'agit pas de faire comme si ça n'existait pas. C'est pas un truc, c'est s'élever au niveau vibratoire. De manière à ce que l'expérience puisse te parler de manière claire. Voilà. Je trouve que c'est tout à fait juste de penser qu'on grandit à travers les épreuves. On grandit grâce au frottement avec le monde. Il y a cette idée que dans les mondes spirituels, on ne peut pas évoluer, du moins pas aussi rapidement qu'en étant incarné dans la matière, justement à cause de ces frottements avec le monde, avec les difficultés, puisque les mondes spirituels fonctionnent beaucoup par affinité. Donc il y a moins de problèmes forcément parce que qui se ressemblent s'assemblent. Là, il y a des confrontations à des situations, à des choses. Et donc il y a un apprentissage, il y a un développement de notre volonté, et il y a des choses qui fonctionnent, qui vont nourrir l'esprit que nous sommes. Donc c'est tout à fait juste. Il ne s'agit pas de rentrer dans un monde de bisounours où tout irait bien. Il s'agit d'avoir peut-être la force de voir des horreurs dans ce monde, parce qu'il y a des horreurs, il y a des massacres, il y a des choses comme ça, et encore pire, et garder sa paix intérieure et sa sérénité, parce que c'est la chose la plus précieuse qu'on ait, et c'est pour ça, si on conçoit qu'on est des êtres spirituels dans des corps de chair, ça c'est ma seule croyance, j'ai un être spirituel dans un corps de chair, eh bien la fonction de mon être est de croître et de grandir et de retrouver en moi cet être spirituel. Le bonheur inconditionnel n'empêche pas les problématiques, mais elle permet la perception plus claire, puisque tu es moins à ce moment-là pollué par tes interprétations, par tes conditionnements, par tes poids, par ton passé. Tu es dans une clarté. La joie, à mon sens, c'est notre état naturel d'être. C'est juste notre état naturel d'être. C'est pas un truc en plus. Pour nous, tel qu'on est là, dans cette dualité, bah oui, ça nous paraît impossible. On a des moments de joie qui sont couplés avec des moments de souffrance. Et l'un fonctionne, ne peut pas fonctionner sans l'autre. On est dans une dualité. Il y a un principe ternaire. Il y a un 3. Et c'est la pointe de ce triangle, eh bien, elle est à découvrir de manière pragmatique et de voir qu'au-delà de cette dualité, il y a une réalité qui pour nous est transcendante, mais qui est une véritable réalité par rapport à un monde de... Certains l'ont dit carrément un monde d'illusion, le terme est un peu fort parce qu'on le vit, quoi. Mais une réalité affaiblie, une réalité moindre, on pourrait dire ça comme ça. Donc pour moi, la spiritualité, c'est associer la compréhension des choses à cette faculté que tu exprimes très bien de vivre le moment présent, de pouvoir capter, de savoir se ressourcer, mais aussi et surtout d'augmenter cette lumière qu'on est capable de capter par la contemplation, de la capter et de la stocker
Le terme n'est peut-être pas très joli, mais la notion d'énergétique, elle est là. C'est-à-dire que l'énergie de vie, on parle de hauts lieux énergétiques ici en Alsace, mais nous sommes des hauts lieux énergétiques en puissance, mais nous n'utilisons pas cette capacité pour raison X, parce que quelque chose, c'est étrange, mais ne voudrait pas peut-être que l'homme soit libre, et dans la force, parce que c'est une force, c'est une puissance, et qui peut se développer, qui peut s'accumuler, une force intérieure qui s'accumule, et qui, à un moment donné, atteint un plus grand taux qui permet de changer de base d'état d'être. C'est-à-dire, au lieu d'être dans le jeu de la dualité, d'être à volonté. Je dis à volonté parce que c'est la liberté d'y être ou de ne pas y être, d'être dans cet état et de l'être supérieur qu'on est. Là, la vision change. L'être spirituel qu'on est à découvrir. Pour l'instant, on n'en a qu'une graine. La graine, il faut en casser l'écorce, puis il faut nourrir la plante, il faut que ça faut qu'elle croisse à l'intérieur de nous, il faut que ça se ramifie partout, que ça éclaire les cellules de l'intérieur. C'est pour ça que certains parlaient du supramental, le monde supramental des cellules. C'est une des multiples façons de le dire. Mais il y a une transformation pragmatique de l'être à accomplir. Il y a un secret dans la nature, dans la beauté, dans la contemplation. Il y a quelque chose qui est à déployer. Je trouve ça très juste, cette idée de stocker justement cette volonté, cette énergie qui est en nous pour justement l'utiliser à bon escient lorsque les expériences se font connaître ou qu'on les vive, tout simplement. Et là je voudrais revenir justement sur quand tu parlais de la dissolution de certaines choses. Je pense qu'il y a aussi quelque chose où il faut qu'on fasse assez attention, c'est la dissolution ne veut pas dire balayer sous le tapis, ça veut pas dire contourner les choses. Ça veut juste dire mettre le doigt sur quelque chose dès qu'on a commencé à le ressentir, dès qu'on l'a vu, et qu'en fait nous permettre justement d'éliminer toutes ces énergies on va dire négatives qui vont tourner, qui vont créer ces boucles, ces fameuses boucles dont on parle, qui vont les ravitailler, on va dire de plus en plus, et qui plus loin on va dans ce ravitaillement de ces énergies négatives, plus on aura de difficulté à en sortir. Et en fait plus tôt on arrive à mettre le doigt sur quelque chose, plus on arrivera à vivre l'expérience telle qu'elle est apparue, on va dire. Et je veux dire, cette expérience peut être vue négativement, on va dire. Je veux dire, on peut avoir perdu un être proche. C'est une expérience qu'on peut juger triste, où on pourrait se dire, j'ai perdu cette personne, maintenant je vais aller me coucher dans mon lit et je vais pleurer. Jusqu'à je ne sais quoi. Ou pour autant, il y en a d'autres qui vont dire, je m'en fous. Ça, c'est encore une fois, c'est se balayer sous le tapis. Mais alors, c'est peut-être mettre le doigt, ok, cette personne était une personne proche pour moi, on a vécu des choses ensemble, nous avons partagé, c'est pas pour autant qu'elle est partie de son corps, qu'elle est partie de ce qu'elle a apporté en moi, ce sentiment-là, ce souvenir reste en moi. Et ça, c'est très important, puisque en fait, dès que j'ai mis le doigt, je peux en fait m'ouvrir à la joie d'avoir connu cette personne, d'avoir engrangé une énergie positive avec elle, et qu'elle va continuer à m'apporter tout au long de ma vie. Et ça, c'est, je pense, très important. C'est vraiment se mettre le doigt sur quelque chose pour justement s'éviter d'amonceler cette énergie négative et juste de la vivre de manière assez objective finalement. L'expérience est, qu'elle soit positive, négative, c'est pas ça qui compte, c'est l'expérience qui est, et que nous la traversons, qu'est-ce qu'on en fait? Et en fait, je pense que plus tôt on met le doigt dessus, plus tôt on sortira de cette boucle. Non mais c'est très juste, c'est très juste. C'est une dissolution de l'énergie autour de la problématique et pas une dissolution de la du problème. Tout à fait. Vois, c'est ça qui est intéressant et c'est la nuance, et c'est ce que je voulais dire avant, tu l'as très bien expliqué. Mettre le doigt dessus, c'est extraordinaire, très bien, je trouve cette expression. Mettre le doigt dessus, c'est voir.
Je vois arriver l'impulsion qui va soit être intéressante pour moi, soit négative. Et notre problème, c'est que très souvent, elle pénètre dans notre système et on ne le voit pas. Hein? Quand il y a des événements forts, on est obligé de les prendre en compte parce que ça pourrait nous abîmer, nous détruire, un deuil. Ou alors on peut essayer de voir la réalité, voir la personne. Je ne sais même pas ce qu'elle advient d'elle, elle n'est plus là, est-ce que je dois être triste? Je ne sais pas si je dois être triste ou pas, je n'en sais rien. Elle est peut-être je la reverrai, je ne sais pas. Donc, en vertu de quoi je dois être triste? Très souvent, la tristesse dans les deuils, ce que j'ai pu voir, ça ramène à notre propre peur de la mort, par rapport au deuil. Voilà. Donc, mettre le doigt dessus, c'est quoi? C'est avoir le feu de la conscience. Ah, je le vois. Et imaginons que ce feu puisse devenir plus fort, que ce feu puisse devenir un brasier, le feu de la conscience. Et ça, c'est ce qu'opère une énergétique fondamentale. Elle augmente notre conscience. Conscience qui est l'attribut de l'être spirituel qu'on est. Conscience, intelligence, le rapport avec le monde. Conscience, c'est je suis. Intelligence, c'est aussi c'est je vois. Hein, je vois, je regarde les rapports, je les perçois. Et volonté, en fonction de ce que j'ai perçu, je mets en œuvre. C'est cette potentialité-là, ces trois potentialités qui sont les propres de l'état vibratoire, de la fréquence vibratoire plus élevée, qu'il est intéressant, qu'il est juste, à mon sens, qu'il faut essayer de chercher à atteindre et à stabiliser. Alors comment ça pourrait se passer? Comment est-ce qu'on pourrait stabiliser ça? Alors que ce qu'on connaît en général, ce sont des expériences, on a tous eu, en tout cas autour de cet état, des moments peut-être cosmiques, des moments, je ne sais pas, ou des moments de fusion avec l'univers, des moments extraordinaires. Et puis qu'on a vu se déliter, quoi. On n'y est pas tout le temps, on ne peut pas y être tout le temps. Et les rechercher serait un piège. Hein. Par contre, si on associe à sa recherche spirituelle, intellectuelle, philosophique, métaphysique, l'énergétique, là la donne elle change. C'est-à-dire qu'on rentre dans un pragmatisme de la spiritualité. Et ce pragmatisme, qu'est-ce qu'il nous dit? C'est qu'il y a donc cette augmentation, cette capacité d'accumulation énergétique, donc cette augmentation. Et il y a à un moment donné un certain taux d'énergie qui peut être atteint dans le corps. Il y a des conséquences dans nos corps subtils, hein, qui va faire que justement, on acquiert cette maîtrise des changements d'état. C'est-à-dire que certaines qualités, par exemple, d'angoisse lourde, mettons qu'on a eu ça, le problème est réglé. Il y a des choses en dessous de cet état qu'on ne peut plus être. Comme par exemple, là, dans l'état d'être dans lequel on est, dans l'état de conscience, on ne peut pas devenir des casseurs de banque, voilà, on ne va pas rentrer dans des états où délibérément faire souffrir les autres. Quoi. Voilà. On pourra peut-être pas éviter de faire souffrir d'autres personnes en fonction de certaines circonstances, mais c'est pas ça qui nous intéresse. D'autres y trouvent une jouissance, n'est-ce pas? Donc on peut bien voir qu'il y a comme des fréquences. Et cette fréquence, cet état d'être, il s'agit de par sa propre volonté, de savoir s'y positionner à chaque fois que le besoin s'en fait ressentir. Et il y a une pratique dans l'énergétique qu'on appelle la pratique diffuse, qui est exactement ce que tu dis. C'est-à-dire, autant que possible, je vais me ressourcer dans la nature, dans les bonnes choses, voilà. Parce que ce sont des moments de paix, des moments de ressourcement. Mais il y a c'est pour ça que je voulais dire, c'est un moyen pour atteindre quelque chose d'encore plus grand, qui dépasse le bien-être de notre personnalité là, dans cette incarnation, qui dépasse des vies multiples, qui dépasse, on va dire, ce qui est, à mon sens, une véritable fonction du pourquoi nous sommes incarnés, quoi. On n'est pas juste là pour être bien, pour ça couler douce. Il y a des choses à apprendre, les épreuves, mais qu'est-ce qu'on a à découvrir?
Donc la réponse à la spiritualité, c'est l'élévation de ce taux vibratoire, c'est l'identification non plus à son petit moi, mais à son moi supérieur. Mais sur un peu un autre thème, il y a des personnes qui... Donc je sais pas si de base, initialement, l'humain va chercher comme ça à s'élever, si c'est inné, on va dire, parce qu'il y a quand même des personnes qui nourrissent des énergies vraiment négatives et qui, pas s'abaissent, mais qui nourrissent et qui sont entourées de tellement de négativité que, enfin, je sais pas, j'ai l'impression que ça va dans un sens, que nous, on est plus à la recherche de l'élévation, mais qu'il y a des personnes où c'est vraiment l'inverse, qui sont à la recherche vraiment et chercher toujours plus en profondeur ce qui se passe. Comment ça se fait? Est-ce que c'est inné? Est-ce que nous, on va chercher, l'humain par nature va aller chercher plus haut? Ou est-ce qu'il y a des personnes qui vont vraiment... Tu veux répondre? Je peux donner mon avis? Oui, bien sûr. En gros, moi je pense que c'est surtout lié à l'énergie qui t'alimente en fait, tu vois. Si tu es... je pense pas qu'il y a des gens qui sont genre mauvais, genre foncièrement mauvais, tu vois. Mais... Moi, je pense que si. Ah ouais? Ouais. Moi je pense pas. Mais je pense qu'il y a des gens du coup qui ont besoin de cette énergie pour se nourrir. Après, Roland a dit qu'il y a des entités qui sont justement derrière ces gens, tu vois, qui les rendent peut-être mauvais, tu vois. Et c'est justement ces entités qui se nourrissent de ça, tu vois. De la peur, des trucs. Quand tu vibres très bas, tu es forcément dans un monde très bas, tu vois. Genre, c'est vers là que tu vas te tourner. C'est pour ça que des gens cherchent le conflit, des gens cherchent... des choses qui leur font du mal, genre on peut parler de l'alcool, de la drogue, de ce genre de choses. Donc forcément, si tu es dans ce monde-là, tu vas pas aller chercher ailleurs. C'est ta seule source d'énergie, en tout cas que toi tu connais à ce moment-là, tu vois. Tu vas pas aller trouver la solution, on va dire, en quelque chose que tu ne crois pas, que tu ne vois pas et que tu ne connais pas, tu vois. En tout cas, selon moi. Je sais pas. Ouais, je suis assez d'accord. Je rejoins Jonathan sur le fait que même la pire des crapules n'a pas du tout l'impression d'être une crapule. Si tu écoutes des interviews de gens qui ont été incarcérés, des chefs de mafia, pour la famille, même les entités qui sont vécues de manière, on va dire, diabolique, je mets des guillemets, quoi, hein, elles ont simplement leur propre intérêt. Elles ne sont même pas mauvaises en elles-mêmes. Elles ont leurs propres intérêts et nous on est très loin de ces intérêts-là, on est sur un autre plan, on les comprend pas. On les comprend pas. Et voilà. Et il y a c'est vrai qu'il ne faut pas négliger l'importance de cette activité, c'est-à-dire que des personnes qui ont tendance à se laisser aller à la négativité, au jugement, tout simplement le jugement. Ah, cette personne, elle m'a fait du mal, celle-là, elle est dégueulasse, celle-ci, celle-là. Ce jugement est déjà une forme de magie, hein. C'est-à-dire qu'il y a une influence de par la pensée, il y a des choses qu'on a pu vérifier, et je pense que même la science actuelle va découvrir de plus en plus l'impact des ondes mentales, ce genre de choses. On verra bien, de toute façon, peu importe. Il y a cette négativité-là attire automatiquement, hein, loi d'attraction, des entités, voilà, entité, le terme est très, rester vague, hein, entité, forme de vie, qui est intéressée par ça, parce qu'elles sont une source de nourriture très importante, et elles ont tout à fait intérêt à cultiver ça, donc avec des pensées induites, et qu'on va retrouver à tous les niveaux. Un couple qui se dispute, ok, il y a eu un petit truc, hein, le garçon il a renversé le pot de confiture et la jeune femme elle dit ah tu pourrais faire attention. Lui va dire mais comment tu me parles? elle va avoir une petite voix qui lui dit mais c'est lui qui me manque de respect là, comment tu parles, c'est moi qui fais le ménage, c'est moi qui nettoie là et toi tu fous le truc dégueu, et tac. L'encouragement au conflit est très souvent il est induit et on s'en rend pas compte. Et après, il y a la petite phrase extraordinaire. Excuse-moi ma chérie, ou excuse-moi mon chéri, mes mots ont dépassé ma pensée. Je ne voulais pas dire ça. Comment se peut-il qu'un homme, qu'un être humain conscient puisse dire quelque chose qu'il ne veut pas dire? Ou faire quelque chose qu'il ne veut pas faire. Faire. Bon, donc il y a les personnes qui sont dans la négativité, il faut s'en protéger. Mais ce sont avant tout des victimes, et elles sont victimes elles-mêmes en premier lieu de leur propre négativité. Et pour l'anecdote, moi j'ai un ami qui m'appelle,
Et je sais que c'est un ami qui... Enfin, je parle pas trop, justement, parce qu'il est très négatif. Ouais. Et des fois, il y a des longues périodes où il ne m'appelle pas. Mais je sais que quand il m'appelle, quand je vois son numéro sur mon téléphone, je me dis tout de suite, je vibre bas. Et du coup, je me dis que là, je suis pas au même niveau que lui, mais là, lui me voit. Tu vois ? Okay. Parce que j'ai l'impression que quand ça va, je sors de ses pensées, je sors de son champ à lui, tu vois. Et du coup, il peut pas... Enfin, je veux dire, il va pas essayer de me parler. Tu vois. De la même manière, si toi tu te sens bien, etc., tu vas voir son appel, tu vas te dire bon, je le prends pas. Alors que si toi, peut-être que t'es plus dans la négativité et que t'es peut-être plus bas, bah là tu vas décrocher et ensemble vous allez entretenir ce truc tous les deux. Ouais, peut-être. Je me suis longtemps posé la question de comment ça fonctionne, les synchronicités et tout ça. Et au départ, dans ma quête, j'imaginais des êtres qui nous manipulent et qui vont faire qu'à un moment donné, tu penses à quelqu'un, te mets l'idée dans la tête, et puis l'autre, comment ça marche, quoi. Je me suis posé ces questions. Et le fait de dire c'est les vibrations, c'est l'univers, c'est un peu flou, c'est un peu vague, quoi. Et la réponse que j'ai adoptée, temporairement en tout cas pour l'instant, avant d'en trouver une meilleure, c'est la force de notre subconscient. Notre subconscient a des connexions, des interconnexions, notamment entre espèces, mais évidemment avec le monde aussi. Et je te rejoins assez sur le fait de lorsqu'il y a une certaine vibration, tu es bien dans ta vie, au niveau de ton subconscient, qui peut se détacher de toi pendant la nuit aussi, dans la vie de rêve, qui peut avoir rencontré cette personne, qui peut l'attirer ou au contraire faire une opposition. Il y a quelque chose de cet ordre-là qui se joue. Parce que, c'est vraiment un thème très intéressant, les synchronicités. J'en ai eu énormément dans ma vie et des choses tout à fait surprenantes. Et j'ai été amené à me poser les questions, mais comment ça marche ? Comment c'est possible ? C'est un autre sujet, quoi. Ouais, c'est un autre sujet. Et puis... C'est ce qui est drôle dans la synchronicité, c'est que, je pense qu'on a tous un peu fait l'expérience, c'est qu'au début, on capte la première synchronicité, on a toujours eu, c'est juste qu'on n'avait pas mis le mot dessus, on l'avait pas vu, on n'avait pas mis le doigt dessus encore, mais qu'après on peut vite tomber dans un truc de il y a une synchronicité, je le vois, et après on voit des signes de partout. Ça, c'est un danger, puisque là on se détache de notre intuition finalement pour voir des choses d'un coup sont naturels et qui nous arrangent, qui vont dans notre sens de pensée à ce moment-là donné, quoi. Donc je pense que ça c'est encore... Je me prendrais les pieds dans le tapis alors que je devrais aller dans tel endroit, mais si je me suis pris les pieds dans le tapis, l'univers me dit que je ne dois pas y aller. Voilà, alors que j'ai juste pas envie, quoi. Ouais, tout Après, à fait. c'est aussi le danger quand il y a une synchronicité, justement, on la voit et les instants d'après, les jours, les mois, on est plus attentif à ce qui se passe autour de nous. On n'est pas à la recherche de ces moments-là, mais on est plus attentif. Il y a des personnes qui ne font vraiment pas attention, qui vont se prendre les pieds dans le tapis et qui vont se dire je me suis cassé la gueule, quoi, point. Ça va s'arrêter là, alors que si on a vécu plutôt assez proche de ce moment-là une synchronicité, on va peut-être se dire peut-être que... Donc ça joue aussi, je pense. Ouais, je suis d'accord avec toi. Moi, quand j'ai une synchronicité qui m'arrive, en tout cas dans un thème précis, je fais attention. Après, je vais pas tout interpréter, mais je sais qu'il y a des choses qui sont plus pour moi que... je crois pas au hasard, donc je vais pas dire que c'est le hasard, mais je sais qu'il y a des choses qui sont pour moi, et il y a d'autres choses qui sont juste... c'est normal, quoi. Je pense qu'on peut dire que lorsqu'il y a des synchronicités authentiques, on fait la part des choses, il y en a qui peuvent être le fruit de l'illusion, c'est signe certainement d'une fréquence plutôt de bonne santé psychique. Salut. C'est plutôt comme ça que ça... C'est comme ça que ça fonctionne. Et de la même manière, lorsqu'on est dans vibration basse, des angoisses proches du burn-out, c'est fou comment on attire des ennuis et on se retrouve parfois accumulé par des problématiques et de plus en plus. C'est assez intéressant de voir ça. Emma. Oui. Non, moi ce qui m'intéresserait, c'est de savoir ce que... On a quelques années d'écart quand même. À mon âge, j'ai 26 ans aujourd'hui, à mon âge, où est-ce que vous en étiez et qu'est-ce qui vous a poussé aussi sur le chemin de la spiritualité ? Nous, on a donné les raisons, mais vous, finalement,
ça m'intéresserait de savoir ce qui vous a lancé. J'ai cru comprendre, on a un petit peu échangé avant, que c'était déjà de longue date, que déjà très jeune vous lisiez des livres, etc. avec des amis. Donc, Oui, ben, si tu veux, si vous voulez, si ça peut avoir un quelconque intérêt. C'est vrai qu'il y a des années de ça, moi j'ai 69 ans, hein, et les questions... j'étais un adolescent plutôt malheureux. J'avais tout ce qu'il fallait, hein, avec une famille bourgeoise, avec de l'argent, même tout mon chemin était tracé. Aujourd'hui, je devrais être un chef d'industrie, hein, et j'ai rejeté tout ça parce que ça ne me convenait pas et j'avais beaucoup de mal-être et donc forcément des questionnements. L'art m'a beaucoup aidé, ça a été ma première thérapie. J'ai découvert que par la peinture, à ma grande surprise, j'ai des anecdotes intéressantes, je ne vais pas rentrer là-dedans, j'ai découvert que ce que je peignais était le reflet en fait très souvent des problématiques qui n'étaient pas conscientes pour moi, hein, de mon inconscient. Et en les voyant, je pouvais mettre le doigt dessus. Et du coup, je me suis fait ma thérapie pour pas mal de choses. Et un jour, je me suis dit, je vais être un artiste extraordinaire, je peins. J'ai fait ma première exposition de peinture, j'avais 17 ans, je vendais déjà des expositions individuelles à Strasbourg, je vendais déjà des œuvres, parce que j'étais quelqu'un de renfermé sur moi-même, complètement introverti dans cette forme d'art, et déjà un travail donc sur moi-même. Et un jour, j'avais la page blanche, c'est-à-dire que ça venait pas tout seul. Là, j'ai paniqué, quoi. Avant, c'était sous pression, hein, j'avais pas le choix de peindre. Je peignais mes rêves, je peignais mon psychisme, quoi. Page blanche. J'ai mis 1 an et demi à comprendre qu'en fait, j'avais guéri d'un certain nombre de problématiques. Et que maintenant, j'avais supprimé le plus lourd, le plus gros de mes problèmes d'adolescent. Et par contre, j'avais appris à dessiner, quoi. Donc voilà, et maintenant je peux dire des choses, j'ai un vocabulaire, mais dire quoi? Je connais rien au monde. Et là, j'ai commencé, voilà, c'est ça, j'ai commencé à m'ouvrir au monde, à essayer de vouloir le comprendre. Et s'ouvrir au monde, c'était aussi donc continuer à essayer de répondre à ces questionnements sur l'univers. Parce que l'art, la peinture m'a mis dans des états à un moment donné extatiques. Bien sûr. J'avais des états extraordinaires, tout seul, moi-même, avec ma toile par moment. Et je ne doutais pas de monde invisible, d'un monde spirituel, sans peut-être mettre des mots dessus. À l'époque, il n'y avait pas de littérature, quasiment pas. Bien sûr, la littérature existait, mais on ne pouvait pas la trouver à la FNAC, il n'y avait pas de rayon psychologie, ésotérisme, ce genre de choses. Donc il y avait très peu de choses, mais les très peu de choses qu'il y avait étaient intéressantes. Mais en même temps très obscures, hein. Des traités tibétains traduits en anglais. J'apprenais l'anglais pour essayer de traduire ça. Je me débattais. Ce qui fait que ça m'a amené à... Quel âge je devais avoir? À 22 ans peut-être. Aller dans une grotte pendant un temps de vacances et à jeûner pendant 3 jours et à rester volontairement dans cette grotte, à essayer d'apprendre à méditer. Mais je ne savais pas comment faire. Et il y avait donc pas de montre, rien, hein. J'étais nu dans ma grotte avec ma bonbonne d'eau, je dormais sur la roche à la dure, laissais preuve, quoi. Et vous avez quel âge? L'adversité. Je devais avoir 22, peut-être 23, 20, peut-être 20, non, pas 25, quoi. Ok. Et mais je savais pas comment méditer. Je savais pas comment. Alors, je m'asseyais, comme j'avais vu dans les livres ou dans les films, hein. Il y avait Karadine quand même. Il y avait le mec sous la cascade, ça m'avait aidé. Et quand on ne sait pas méditer et qu'on est là, mais qu'est-ce que le temps passe lentement, quoi. Il n'y avait que le clocher du village en bas, dans la vallée, qui me servait de repère de l'heure, quoi. Et là, je suis là, tout l'après-midi qui passe, je suis dans ma grotte. La grotte, elle avait une forme bien ronde, comme ça, très belle, avec une pointe. C'était comme une luette, c'était comme dans la bouche de la montagne. Et là, le ciel s'assombrit. Enfin, la nuit arrive, quand je vais pouvoir dormir, parce que c'était quand même très pénible. Et là, j'entends le clocher du village, et ça fait ton, ton. Elle est un
problème, la cloche. Il n'était que 2h de l'après-midi, c'était juste des nuages qui faisaient un peu plus sombre. Alors, allez, je médite, j'essaye, je rentre en moi, qu'est-ce que je fais? Attention au souffle, comment, mais quoi? C'était long, c'était pénible, et puis l'après-midi passe, enfin. J'ai pas dû entendre la cloche, tellement j'étais bien concentré. Et la cloche du village, vous l'avez deviné, elle fait tong, 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 Ouais. et puis plus rien. Et là, je ne sais pas si c'est physiologiquement possible, mais j'ai vu mes larmes. J'ai vu 2 jets d'eau qui faisaient comme ça devant mes yeux. Et j'ai dit là, mon pauvre Roland, là, il faut que tu arrêtes. Tu es en train de craquer, quoi. Voilà. Et je suis redescendu dans la montagne, mais j'étais quand même fier d'avoir tenu 2 jours et demi à peu près, quoi. Voilà. Et puis, oui, donc j'ai lu beaucoup. Bien sûr, j'ai lu, j'ai cherché des choses dans la littérature. Et puis, si on parlait de la richesse des épreuves, comme je raconte ce qui m'est arrivé avec ma première compagne, qui est tombée gravement malade, on va dire, de dépression, ou de folie, allez, pour parler comme on le disait autrefois, qui est un terme finalement pas si inapproprié que ça. Me suis rendu compte, toute ma culture spirituelle et ésotérique que j'en avais quand même une bonne, elle me servait à plus rien du tout. Parce que elle-même, étant fragile, elle mettait sa tête au-dessus de mon épaule et moi je cherchais un ressourcement, dans une sagesse, et elle regardait dans les tests et elle trouvait le négatif et elle faisait des crises avec ça. Donc j'avais plus le droit de lire. Et là, Roland, tu fais avec ce que tu as. C'est fini les livres. C'est fini les projections de le monde devrait être ceci, comme ça, il faudrait ci, la sagesse est là. C'est qu'est-ce que tu as, on va dire, dans les tripes, dans tes tripes de sagesse, qu'est-ce qui va te faire tenir le coup? Parce que c'était toute ma vie qui s'effondrait. En 3 jours, la personne que j'aimais était devenue folle et c'était une épreuve vraiment terrible pour moi. Et ça a duré 10 ans. Et cette attitude d'être obligé de trouver les ressources en soi et non plus dans l'expérience des autres, bien sûr ça a servi quand même, ça donne des pistes, ça donne des éclairages, m'a beaucoup aidé à être dans la justesse et à déployer des sens chez moi. C'est-à-dire que j'en arrivais à une forme de communication télépathique avec cette compagne, parce que je pouvais prévoir, je savais de quelle manière elle allait tenter de se suicider. Parfois il y avait 3 tentatives de suicide par jour, c'était quelque chose de lourd. Et je pouvais déjouer ces tentatives. Et il y a plein de phénomènes comme ça, des phénomènes de perception, notamment d'entités, que j'ai eu pour la première fois. Et j'ai eu j'ai vraiment perçu des entités chez elle et qui me traversaient. Et puis d'autres phénomènes, j'ai perçu des entités chez elle. Et dans mon manque de maturité, ça c'était une expérience assez fondamentale, elle a perçu que j'ai vu quelque chose, elle m'a dit t'as vu quoi? Et puis moi, comme un imbécile que j'étais à l'époque, je lui ai dit, voilà, je vois une forme animale qui fait ceci, qui fait cela. Je suis tellement horrible que je ne vais pas vous le raconter là maintenant. Et évidemment, elle a hurlé de panique, ça n'a pas du tout arrangé les choses. Et je crois que c'est ce jour-là que j'ai fermé ma porte de perception, parce que j'avais été tellement idiot d'exprimer ce que j'ai vu, que j'ai fermé une porte ce jour-là. Mais j'ai quand même vu ce que j'ai vu, et j'ai pu découvrir, même tout à fait récemment, même il y a quelques semaines, l'existence très précise de l'être dont je parlais, dans sa forme animale, dans son fonctionnement, de l'expérience de quelqu'un d'autre. C'est assez surprenant. Et je me suis tourné vers il y a eu d'abord la psychiatrie, que je rejetais avec force, mais j'ai aussi appris à collaborer, parce que faut pas jeter la pierre à la psychiatrie, parce que la psychiatrie permet d'éviter le pire. Elle permet d'accord, c'est une camisole chimique, c'est une camisole qui va limiter la personne, qui va permettre peut-être de retrouver une vie sociale à peu près acceptable, mais il n'y a pas de solution de guérison, Il y a une limitation des excès dans le psychisme. Donc, mais j'ai appris à collaborer, à accepter ce qu'il y avait de juste, il me semblait de juste dans cet univers-là, mais autant que possible, le moins possible quand même. Et je me suis tourné
vers l'alternatif. Et là, j'ai eu la chance de rencontrer un enseignant à Strasbourg. Et à chaque fois, j'essayais d'abord, j'ai cherché qu'est-ce qui pourrait l'aider elle, mais je ne voulais pas, on va pas mettre quelqu'un de fragile entre les mains de n'importe qui. Donc je testais. Et en testant, là, c'était le rebirthing, pour ceux qui connaissent, technique de respiration en particulier. Donc j'y vais tout seul, je teste, et là, ça a été extraordinaire, de libération. Je ne savais pas que j'avais encore tellement de problèmes. Et ces problèmes étaient sortis, sans pouvoir les identifier. Ça, c'est propre aux thérapies brèves, comme le rebirthing et d'autres techniques encore. Et je suis devenu l'élève, avec bien sûr ma compagne, de cet enseignant, qui est un enseignant au niveau de l'énergétique, dans le Nidra Yoga, dans la visualisation créatrice. Donc j'ai travaillé 10-15 ans, je crois, avec lui. Et jusqu'à ce qu'il quitte la région. Ça a beaucoup aidé ma compagne, énormément, jusqu'à ce qu'elle rejette la thérapie et moi en même temps, parce que la maladie psychique, en tout cas les entités, on peut dire, maintenant je dirais aujourd'hui les entités, c'est tellement pervers qu'elles vont trouver le moyen que la personne rejette ce qui l'aide. La faille, ouais. Et donc il n'y avait plus rien à faire. Mais entre-temps, j'ai rencontré un autre individu que j'appelle le clochard céleste, qui m'a amené à une expérience fondamentale dont je pourrais parler un jour, là, je ne sais pas si on a la place. Voilà. Et j'ai rencontré encore d'autres personnes. J'ai travaillé avec 3 enseignants, mais je n'ai jamais été non plus assujetti, n'est-ce pas, asservi. Oui. D'ailleurs, le premier enseignant, il m'a dit, voilà, je quitte l'Alsace, je vais dans le Midi, je te donne maintenant le bâton, c'est toi qui vas enseigner. J'ai envoyé paître, j'ai dit, oh non, moi je suis artiste peintre, et puis moi je ne suis pas capable de faire ça. Voilà. Et puis il a insisté au fur et à mesure des années, et j'ai accepté finalement quand même, à un moment donné, d'enseigner ce que je savais, quoi. Et t'as pas à garder, si tu as des trésors, pour moi les proposer aux autres, quoi. Sinon c'est juste un petit peu égoïste et pas très correct, quoi. Pas très juste. Voilà, je vais m'arrêter là parce qu'il y a encore... vous m'aviez dit aussi, c'est important, que les gens qui ont une doctrine, du coup les enseignants, quand ces enseignants meurent, la croyance est terminée en fait. Non, c'est pas la croyance qui est terminée. C'est-à-dire que quand il y a quelqu'un qui arrive à faire... c'est tellement puissant, ce qu'il enseigne, ça fait école, n'est-ce pas? Et donc, ça touche un certain nombre de personnes. Tant que l'enseignant est là, l'enseignement est vivant. C'est lui qui l'incarne, c'est lui qui l'exprime. Et il peut répondre aux questions de ses élèves, ou de ses disciples, ou quels que soient les termes qu'on emploiera, de manière à pouvoir réajuster. Lorsqu'il meurt, c'est tout de suite récupéré par les entités. Parce que toute la lumière qui est là est très intéressante aussi pour les entités, et il y a très rapidement une prise de pouvoir des entités. Ça se passe dans la tête des gens. Ah il est mort, ce serait peut-être bien que ce soit moi qui prenne la direction. Non, c'est moi. Oui. Ou plein. Et il y a très souvent, parfois ça se passe dans les secondes après la mort de l'enseignant, des grosses interférences. Et en gros, ça fait des enseignements où on a la lettre, mais on n'a plus l'esprit. Donc il y a les écrits. Donc ce qu'on peut faire, se référer aux écrits. Mais on sait bien que les écrits, tu peux te poser une question à un moment donné. L'enseignant, il n'est plus là pour te dire, attends, tu comprends mal ce que je raconte, quoi. Donc voilà. Ouais, il n'y a plus de nuances, quoi. Il n'y a plus les nuances. Ouais. Donc si on veut travailler, ça peut être une question, est-ce qu'il faut travailler des enseignants ou pas? Est-ce qu'on peut y arriver sans? En tout cas, si on choisit de travailler avec un enseignant, éviter les enseignants invisibles, surtout les guides invisibles. Là, attention, c'est un autre débat. Les guides invisibles, il faut faire très 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 attention. Et voilà. Actuellement, vous considérez comme un enseignant? Est-ce que vous faites des guidances, vous donnez des clés? Je m'efforce d'enseigner ce que je sais, uniquement ce que je sais. Ok. Voilà.
Ça marche. Je prends. Tu prends. Je prends. Oui, les étiquettes, hein, voilà, faisons attention. Quoi. Mais comment on fait dans ce cas-là pour faire perdurer la connaissance sans qu'elle soit entachée d'intervention d'entité ou ce genre de choses? Est-ce qu'on peut quand même préserver certaines choses? Il faut devenir un pratiquant de la chose. Mais peut-être concernée. qu'on le pratique mal finalement. Si tu as eu un enseignant et si là, tu as travaillé avec lui, si tu as compris comment ça fonctionne, il n'y a pas de raison. Là, tu peux te débrouiller seul. L'enseignant est juste là pour t'accompagner. De toute façon, c'est toi qui fais le travail. Donc c'est juste quelqu'un qui, à un moment donné, est sur la marche juste après. Il a compris un truc. Comme le prof de musique. Il connaît, il sait faire la musique, il sait jouer du violon, toi tu sais pas, donc il va te montrer plus rapidement. En théorie, tu pourrais apprendre le violon tout seul. Mais tu vas galérer, tu vas perdre beaucoup de temps et la vie est courte. Donc profiter des enseignements, c'est quand même intéressant. Après, lesquels, qui, quoi, comment, quels critères développer pour essayer de distinguer un enseignement juste d'un autre, ça c'est compliqué. Mais si par exemple, moi maintenant, je te donne cette pratique énergétique, j'appelle la pratique solaire, je te la montre. En 1 heure, c'est fait, tu l'as. Tu l'as pour la vie, où tu poses des questions, voilà. Alors, si tu as bien compris, c'est bon, ça suffit. Si tu la pratiques, tu vas, à mon sens, tu vas arriver au résultat. Ça, c'est l'idéal, dans le monde idéal. Maintenant, est-ce que tout est compris? À un moment donné, il peut y avoir d'autres problématiques. Donc, ça peut être intéressant qu'il y ait de temps en temps un réajustement. À ton avis, je fais les choses correctement là ou pas? Fais gaffe, ça c'est bon ou pas, à mon sens. Et il y a un autre atout de travailler avec un enseignant qui a la capacité énergétique. Parce qu'il y a des enseignants qui ont des réalisations qui sont psychologiques. Beaucoup, tu vas trouver sur le net, beaucoup de gens qui disent qu'ils ont eu un éveil spirituel et ils vont te tenir des discours très intéressants, souvent très intelligents. Et ce sont des réalisations strictement psychologiques. Certains n'ont aucune capacité énergétique. À quoi sert une croissance si elle n'est pas une croissance de nos potentialités? Donc là, tu as l'aspect pragmatique d'une croissance. Si tu n'es pas capable de plus, tu n'as pas grandi. Tu t'imagines que tu as grandi. Ou tu as juste découvert une poche de liberté plus grande, mais tu peux y rester enfermé et il peut y avoir une récurrence, ça peut être une boucle. Donc un enseignant doit avoir une certaine compréhension du monde, doit être un chercheur, un trouveur, on peut dire à ce niveau-là, mais il faut qu'il y ait une dimension pragmatique et pratique qui se trouve dans l'énergétique, je ne vais pas être ailleurs, quoi. Et l'enseignant au niveau énergétique, comme il a une maîtrise de l'énergétique plus grande que celui qui l'enseigne, il est capable de soutenir énergétiquement la personne qui est en train de l'apprendre. Donc pratiquement dans la pratique solaire, les guidances que je propose, c'est je te montre comment faire, je te montre comment respirer, je te montre comment générer un sentiment de joie, comment au niveau mental, comment faire. C'est-à-dire que tous les étages de ton être, tu apprends comment les mettre au-dessus. Et surtout, tu apprends que ce soit un seul mouvement, en un seul mouvement. Là, c'est un art, quoi. Et l'enseignant est dans cet état vibratoire et s'y met dans une force et une puissance et par syntonie va accompagner la croissance énergétique. Parce qu'au début, c'est difficile. Il y a des membranes, il y a des choses, il y a un encapsulement de nos potentialités. Et là, il faut ouvrir tout ça. Et pour l'ouvrir, ça répond à une certaine vibration. Donc tu apprends à la développer toi-même, mais si tu peux profiter du soutien de l'énergie directement, tu avances beaucoup plus vite. Donc pratiquement, tu fais une pratique régulière, l'idéal c'est tous les jours, tu fais une pratique diffuse, tu apprends à être bien dans toutes les circonstances, pour ne pas perdre ta lumière. On a dit pas mettre les choses sous le tapis, mais au contraire être capable de justesse, parfois de force, de volonté, parfois de régler les choses avec puissance, quand ça, juste pour dire que c'est pas domaine le côté bisounours gentillet, mais c'est d'être dans la justesse, quoi. Et de temps en temps, surtout régulièrement au début, l'apport énergétique extérieur de celui qui a déjà éveillé son cœur solaire,
C'est mon cas. J'ai décapsulé quelque chose en moi au niveau du cœur. Pas le cœur physique, ni le chakra, le cœur solaire. Et maintenant, je travaille sur le corps, sur le noyau psychique. Et du coup, les choses sont facilitées. On pourrait travailler, il y a 3 centres. Ce qu'il faut, c'est surtout en éveiller un. Après, les autres, on va dire que ça vient beaucoup plus facilement. Mais il faut accentuer l'effort sur l'un. Il faut savoir où se situe ce réservoir de force, de beauté, de noblesse, d'énergie lumière, c'est une vraie splendeur, quoi. C'est magnifique. Et pouvoir s'en imprégner et trouver le moyen qu'elle reste, trouver la stabilité. Voilà. Et c'est, voilà, ce que je dis, c'est que ça fonctionne, que c'est possible. Je prétends que ça fonctionne pour moi et je prétends pouvoir aider d'autres personnes à trouver cet état, comment faire. Après, dans l'absolu, je peux être dans l'erreur. Mais j'ai pas trouvé de vérité ou de plus grande beauté dans la manière d'avancer, de progresser, de croître. C'est peut-être la vérité pour vous et peut-être qu'il y en a plein finalement. Que celle-ci s'en est une parmi tant d'autres. Là, je mettrai un bémol. Parce que il y a le fait de pouvoir penser qu'il y a apparemment autant de voies que d'êtres humains. Oui. Où tous les chemins mènent à Rome. il y a un problème. On est des êtres humains, on a une structure. Notre squelette, en gros, il est le même pour nous, à part des petits détails, quand on a quelque chose qui va de travers. Au niveau énergétique aussi, au niveau physiologie aussi, notre estomac, on a tous le même modèle. Et au niveau psychique et au niveau spirituel, il y a une structure. Pour que cette structure puisse, si on la conçoit comme un bouton, un bouton qui devrait pouvoir éclore, eh bien, ça va être la même chose. Donc on a cette notion d'éclosion. Mais comme on a tous, sur ce plan, on est des êtres humains, il y a des nuances, bien sûr, dans les manières de faire et autres. Mais il n'y a pas des milliers de manières. Il y a beaucoup d'impasses, en tout cas, ou de réalisations minimales. Je pense que j'aimerais rebondir là-dessus en disant que on parlait d'univers tout à l'heure, on avait essayé d'évoquer la conscience, et je pense que on peut rapprocher les deux mots et en faire une conscience universelle. Et quand on dit conscience universelle, ça veut dire qu'il y a une conscience universelle qui provient, on peut parler des millions, milliards d'années, si on veut le mettre en termes temporels. Est-ce qu'il y a une temporalité dans tout ça? C'est une grande question, on ne va pas rentrer là-dedans. Mais je pense que oui, il y a bien une conscience qui a été transmise à chacun de nous. Mais tu veux dire une sorte de banque de données? Alors, en fait, si tu prends l'exemple d'une variété de tomates, elle a grandi à partir d'une graine. Cette graine, elle, a des gènes. Et en fait, cette petite graine, du coup, elle a emmagasiné toute l'histoire de ses parents, qui elle-même de ses parents, jusqu'à l'origine de cette graine, on va dire. Et ce qui a fait que elle a pu, par exemple, pousser dans ma terre à moi. Et puis, elle va pousser dans ma terre à moi, et elle va s'imprégner de cette terre-là, et va nourrir elle-même les futures générations. Et du coup, tout ça part d'une même conscience, on va dire. Là, encore une fois, pourquoi est-ce que, par exemple, l'être humain a des réflexes tels que je tombe, tiens, je veux mettre les mains en avant, pourquoi? Est-ce que c'est parce que je l'ai appris quand j'étais gosse? Est-ce que mes parents me disent attention, si tu tombes, mets bien tes mains en avant? Non, je pense que tu jettes un bébé, il fait comme ça. Pourquoi? Est-ce qu'on lui a appris à faire ça avant? Et ça, je pense que c'est une notion assez importante à rapprocher est-ce qu'il y a plusieurs vérités ou il n'y a qu'une vérité? La vérité, c'est plutôt, dans ce sens-là, la conscience. Et dans ce cas-là, il n'y a qu'une conscience. Tout le monde a cette même réaction, plus ou moins. Je veux dire, un chat, tu le jettes, il tombe sur ses pattes. C'est pas sa mère qui lui a dit tombe bien sur tes pattes quand tu tombes. Et du coup, c'est vraiment ce truc-là de dire ok,
Il y a quelque chose en nous qui est là. Et cette chose-là, c'est la vérité. Il n'y en a pas d'autre. Et on l'a tous en nous. Donc tu penses que c'est inné? Donc, Mais si c'est inné, pourquoi aller la chercher dans ce cas-là? Mais elle est innée, mais elle est en sommeil. C'est une potentialité Oui, innée. oui, c'est plutôt ça, ouais. Dans ce On est cas-là. à un stade, pardon, je n'ai peut-être pas fini, mais Non, vas-y. on est à un stade d'évolution où ça ne peut s'éveiller que avec la participation de la conscience. Si tu parlais de la vie végétale ou l'animal, on parle des instincts. Hein. L'animal a des instincts qui ne sont pas le fruit de sa volonté, c'est le fruit d'un programme. Pas, on ne sent pas une volonté individuelle, il ne va pas sortir du cadre, il ne va pas tout d'un coup avoir un comportement d'une autre espèce. L'être humain a une évolution qui lui permet une forme, le fameux libre arbitre, hein, c'est le sujet de notre dernière interview, a une possibilité de dire oui, de dire non, voilà. Mais en même temps, c'est potentiel. Du coup, c'est ce qui fait la différence entre un être humain et un animal, c'est que tu as la potentialité, la possibilité de déployer, d'ouvrir ses graines et de la faire fleurir. Donc c'est inné, mais non, c'est un droit de naissance, on va dire. Mais si tu ne le développes pas, il ne se passera rien. Donc en gros, on se rappelle juste de quelque chose. Ah non. En soi. Ah. Vous voyez ? Oui, on se rappelle. On se rappelle de quelque chose qui est enfoui en nous. on réactive quelque chose. On réactive quelque déclenche, chose. ouais. Ouais. Oui. On déclenche, ouais. Oui. Peut-être c'est ça. Parce que c'est assez curieux parce que l'être spirituel qu'on cherche, c'est-à-dire en fait on ne connaît pas l'être qui s'est incarné. On a une psychologie, mais cet être c'est pas notre psychologie. On a un corps et tout, c'est pas lui. C'est comme décalé, mais c'est nous quand même. C'est un peu complexe. Et il y a une forme une forme de conscience, une forme d'existence qui est comme presque, on va dire presque plutôt comme parallèle, quoi. Et il ne s'agit pas de se rappeler, il s'agit de réaliser, il s'agit d'unifier en fait. Je pense que c'est Jung qui parlait de l'individuation. Toi tu as beaucoup lu Jung, moi très peu, mais d'après ce que j'ai un peu parcouru, il y a le moi et le soi. Le soi est cet être spirituel et il s'agit de les unifier. C'est plus un mouvement justement d'unification qu'un mouvement de se rappeler. C'est pas dans la mémoire en fait, quoi. C'est une réalisation. Et c'est une unification, elle se fait pas comme ça, elle se fait comme ça. Je m'explique. J'ai mon petit moi, ma conscience, je regarde, j'observe, j'ai le soi qui est derrière. Et si, à un moment donné, on va dire, je sais faire, je mets ça en retrait, je mets mon petit moi en retrait, et j'ai un être, en partie, suivant le degré de réalisation que j'obtiens, il y a quelque chose de cet être qui va venir devant. Et qui va permettre une plus grande clarté, une plus grande vision, une plus grande justesse, une plus grande une fréquence, une vibration qui va permettre de passer des épreuves, aussi de mieux saisir, de mieux comprendre, plus d'intelligence, plus de conscience et plus de volonté. Voilà. Ouais, pour aussi conclure sur cette partie de vérité, c'est en fait on vit tous des expériences qui sont à soi. Et donc forcément, c'est ce qu'on pourrait rapprocher de dire ça c'est ma vérité parce que je le vis comme ça. Mais pour autant, lorsqu'on parle en principe de boucle ou de choses comme ça, on se dit tiens, j'étais dans cette boucle, je me rappelle, lui il s'est passé par cette boucle. Ah bah tiens, il a juste vécu une autre chose, mais pour vivre la même chose, in fine. Et donc, en fait, la vérité, il y en a qu'une, c'est cette boucle qui s'est créée, qui est existante, et dont on veut en sortir. Après, c'est à chacun de déterminer la meilleure façon pour en sortir, de par l'expérience qui lui est donnée. Mais ce qu'on en retire par la suite, normalement, on s'accorde. Si on vit tous les deux une même boucle, on pourra s'accorder dessus comment on est sorti et se dire voilà, c'était juste ça. Après, c'est une boucle avec comme finalité, ce que tu ressens, c'est émotionnel, tu vois. C'est-à-dire que peu importe la problématique, si par exemple ta boucle est liée à la peur et que
ton ami ne peut pas prendre l'avion pour aller visiter sa famille, et que toi, tu as peur de quelque chose qui te bloque aussi pour faire quelque chose, dans un autre truc, vous vous retrouvez tous les deux dans cette thématique de la peur, tu vois. Donc ça, c'est votre vérité, à vous. Donc même si la boucle dans la forme est différente, le fond est pareil. C'est ça, je veux dire. Le fond est pareil, hein. C'est Mais je veux pour dire, ça qu'on nomme par exemple les peurs. Ouais, mais je veux dire, c'est dans l'émotionnel que vous vous retrouvez, pas dans la boucle en elle-même, tu vois. Non, Oui, pas mais dans dans la l'expérience, mais dans les... pas l'expérience, mais vraiment de comment on a pu en sortir. En sortir, est-ce En qu'on a fait, appris ce qu'on a appris et les mots, en fait, hein, quand on parle de peur, par exemple, on les nomme, ces peurs-là. Elles sont similaires pour tout le monde. On dit la peur de la mort, puisque on comprend ce qu'on veut dire par la peur de la mort. C'est pas genre cette peur elle est mais personnelle et personne de la vie. C'est vraiment ce truc-là. Donc on vit les mêmes choses à différents instants, à différents degrés. Je veux dire, il y en a qui vont prendre 20 ans pour avancer sur ce sujet-là, pendant qu'il y en a d'autres qui vont prendre 2 jours. Et vice-versa, sur des sujets inverses, moi je vais prendre 20 ans sur quelque chose, tu vas en prendre 2 jours. Pour comprendre. Bien sûr. Pour mettre le doigt dessus, encore une fois. Je comprends. C'est vraiment cette chose-là. Mais du coup, est-ce que tu penses que si tu as forcément, toi, compris l'expérience, est-ce que tu penses qu'avec justement cette expérience que tu as acquis, tu peux forcément aider tout le monde? Sinon, ce serait simple, encore une fois, tu vois ce que je veux dire? Si tu es prêt à entendre les gens, oui. C'est quand une fois que tu as compris le pourquoi de cette peur ou de la boucle dont tu es sorti, une personne va te faire part de son expérience qui est à elle, qui n'a rien à voir avec la tienne, et tout de suite ça va faire écho à ce que toi tu as pu vivre d'une autre façon. Mais justement. Et donc après, est-ce que toi tu dois l'aider ou pas? Ça, j'en suis pas sûr. Mais ça, tu peux potentiellement la guider, et là on en revient peut-être à la guidance. Mais c'est à la personne elle-même de vouloir s'en sortir. De trouver sa propre méthode aussi. Sa voie. Mais justement, par rapport à la méthode, en fait, tu vois, pour résoudre la problématique de quelqu'un, c'est quoi cette clé que tu peux lui donner? Parce que le mec débarque et te dit « Ouais, moi je sais, j'ai vécu ça, tu dois faire ci, ça, ça. » Toi, tu le ressens pas en toi, ça. T'as quand même envie, on va dire, pas de te prendre le mur, mais d'essayer ta méthode, parce que t'as pas ressenti les mêmes choses, t'es pas passé par les mêmes choses que lui. Donc c'est quoi pour toi cette clé qui peut aider l'autre à comprendre? C'est ta capacité à te mettre un peu à sa place et de le questionner. C'est de l'appropriation, je pense. Mais justement, on peut pas reproduire, ça marchera pas, il n'y a pas de recette magique. Bah oui, c'est pour ça, c'est où que tu t'appropries le truc. Mais c'est pour ça, de manière beaucoup plus large, que dans la spiritualité, je pense que quand on est à la quête de quelque chose, on va aller piocher un peu partout. Là, je pense que c'est la même façon. Tu vas pouvoir donner ta solution, comment toi tu t'es sorti de ça à la personne, quelle qu'elle soit. Elle va pouvoir prendre un petit peu, mais ta recette ne fonctionnera pas forcément pour elle, donc tu ne pourras pas aider tout le monde. C'est impossible. Tout à fait. Allez-y, je suis d'accord. Il y a une manière de... Voilà, on parle des récurrences. Hein. Donc je suis dans une boucle, je la vois, je la comprends, j'ai une clé, je peux la dire à l'autre. Mais comme tu dis, souvent ça fait plouf, quoi. Parce que l'autre n'est pas passé par le même processus et n'a pas les moyens, et la compréhension psychologique du problème ne suffit pas. C'est ce qu'on se rend compte avec notamment avec Freud, avec la psychanalyse, où je l'ai vécu aussi avec des personnes, la compréhension de la boucle ou du problème, parfois suffit pas. J'ai compris. J'ai vu beaucoup de gens dire j'ai compris ci, j'ai compris ça, il s'est passé ci, ça fait 15 ans que je suis en thérapie, certains m'ont dit ça fait 30 ans, et j'en suis toujours au même point. Alors comment ça se fait? Alors il y a peut-être, je propose cette hypothèse de pensée, qui pour moi est une réalité, c'est les implants. Les implants, c'est-à-dire on revient à si on considère qu'on a de manière là dans l'invisible, sur un autre plan, des êtres qui ont tout à fait intérêt à ce qu'on soit dans des boucles. Parce que si tu es dans une boucle, tu produis un liquide émotionnel qui est intéressant pour eux. Comment est-ce qu'ils peuvent induire cette récurrence? Alors, ils ne sont pas là tout le temps pour te souffler des idées avec cette récurrence,
Par contre, ils ont repéré le problème. Ils ne peuvent pas venir tout le temps, parce qu'ils sont sur leur plan éthérique, ils viennent de temps en temps. Et ce qu'ils font, c'est qu'ils, en tout cas prenez ça comme une hypothèse, ils posent des implants. Vous allez chercher sur internet, et implants éthériques, ce genre de choses, on trouverait beaucoup de choses. C'est une espèce de mécanique qui permet la récurrence. Mécanique psychique, une espèce d'appareillage, mélange, on pourrait dire, d'intelligence artificielle ou de je ne sais quoi, qui fait que le truc, c'est une espèce, souvent dans les rêves, ou ceux qui étudient ça dans les mondes ou dans les perceptions, ça va être des horloges, des mécanismes. Imaginons que ces êtres puissent placer des espèces de mécaniques très subtiles en être humain qui encouragent cette récurrence. Et la personne prend bien sûr ses pensées pour elle-même. Donc il y a des pensées. Et il n'y a pas longtemps, ou alors vous connaissez tout ça, je suis une merde, j'y arriverai pas, de toute façon, ça va foirer, ça va pas marcher, par exemple. La compréhension de la mécanique psychologique qui a fait qu'il y a une récurrence va pas aider. Elle a permis, si tu as réussi à t'en libérer toi, mais tu ne pourras pas t'en servir comme d'un outil, ou pas complètement en tout cas, dans certaines parties. Ce qu'il faut, c'est se libérer de l'implant. Comment est-ce qu'on se libère d'un implant ? C'est un mouvement individuel, personnel, de volonté intérieure, en disant stop à ce qui tourne en rond en moi. Un stop, une volonté, ça demande de la maturité. Non, j'ai pas besoin de ça pour évoluer. Par exemple, la croyance que par exemple ça va te faire évoluer fait partie de l'implant, peut faire partie de l'implant. Beaucoup de croyances, c'est comme une petite machine qui te lâche des slogans, des paradigmes. Et tant que tu donnes créance à ces paradigmes, tu en es prisonnier. Donc un positionnement ferme, je ne veux pas cette récurrence, de la même force que lorsque tu as un fumeur qui fume 2 paquets de clopes par jour et qui dit maintenant stop, j'arrête du jour au lendemain. C'est cette force-là qu'il faut mettre en œuvre, et là tu peux te libérer des récurrences, des boucles par ta volonté propre. Mais on en revient à l'énergie. Il faut avoir cette force de le faire. Si tu n'as pas la force, tu subis. C'est pour ça que moi je vois la psychologie et l'énergétique. L'un sans l'autre, ça ne suffit pas. L'énergétique toute seule, ça ne sert pas non plus à grand chose. Les amis, un petit mot de fin, puisqu'on arrive à... J'allais dire justement ce sujet d'énergie vibratoire est très intéressant. Je pense qu'il pourra faire l'objet d'un pan entier d'une discussion autour de la table. Puisqu'en fait, aujourd'hui on a évoqué, je trouve, justement comment est-ce qu'on voit la spiritualité en tant qu'être humain, qu'est-ce qu'on en fait, comment elle peut nous aider ou pas sur nos chemins à nous. Et tu as très justement évoqué la question des énergies vibratoires qu'on peut ressentir et qui nous font avancer, grandir, évoluer, on va dire. Et je pense que ce sera pour moi, ça pourrait être un vrai sujet d'aller plus loin dans ces énergies vibratoires, d'essayer de comprendre comment est-ce qu'on peut justement arriver à stocker ces différentes choses. Parce qu'après, le stockage, c'est bien, c'est une chose, c'est comme un disque dur dans un ordinateur, mais si on ne va pas ouvrir le fichier après pour le ressortir, il ne sert pas à grand chose. Et il est où le fichier aussi, tu vois ? Genre tu l'as stocké où, tu vois ? Stocké où ce fichier ? Et donc ça, je pense que c'est vraiment un truc de ok, maintenant je l'ai stocké, je vais appuyer sur ce bouton, je vais faire play et je vais les réactiver pour justement grandir en tant qu'être. Voilà, enfin ça sera, pour moi je serais très intéressé dans... Roland, si vous voulez, on a un thème pour la prochaine fois. Très bien, c'est une excellente conclusion. Voilà, ce fut un plaisir, je pense, pour tout le monde. Merci d'avoir participé. Merci beaucoup. Ouais. Et si des gens ont des commentaires ou des questions par rapport au sujet évoqué... J'essaie de répondre autant que possible à toutes les questions véritables qui se... Voilà, donc portez-vous bien tout le monde. Au revoir. Au revoir.